Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Chercheur, réveille-toi. Ce matin, j'écoutais une fille que j'admire et en qui je me reconnais souvent sur l'un des épisodes de son podcast et je me suis dit, en fait, j'ai eu une énorme chance dans ma vie. Cette chance, c'est que il y a toujours eu deux plans entre ce que je sais de moi et ce que les autres disent de moi. Je me suis longtemps demandé comment réunir les deux ou ce qui était vrai, moi ou les autres. Je me le demande encore, je pense qu'on se le demande tous, mais ce matin, j'ai vu que ce décalage que j'ai toujours perçu entre les deux était une chance formidable. Il y a eu deux grandes phases dans ma vie par rapport à ça. De 0 à 15-16 ans, tout était facile pour moi. J'étais bonne à l'école, j'étais la préférée de ma mère, elle m'a toujours beaucoup valorisée, je faisais beaucoup de sport en compétition, j'étais toujours très bien classée, j'avais des coupes quasiment tous les dimanches. Il y en avait plein dans ma chambre et moi je me sentais souvent invincible. Je me sentais forte, mais parce que tout était facile pour moi, vraiment. À cette époque, mon entourage disait de moi que c'était super, on me complimentait pour un oui, pour un non, et moi je disais merci, ça me faisait plaisir, mais au fond de moi, ce qui se passait vraiment, c'était pourquoi ils trouvent ça aussi génial ? Ce n'est pas difficile. Je me disais, c'est pas difficile, donc j'ai pas de mérite. J'ai pas besoin d'avoir des compliments en fait, c'est pas moi. Avoir des bonnes notes à l'école, avoir de l'humour, être mince, être blonde ou être forte en sport, tout ça c'était du même ordre pour moi. C'était naturel, au sens où je ne faisais rien de spécial pour l'avoir, j'avais toujours fait du sport, donc je voyais pas l'effort que ça représentait, c'était normal pour moi, donc je ne comprenais pas qu'on me fasse des compliments. Alors bien sûr, ça n'a pas été aussi linéaire, j'ai eu des grosses périodes très difficiles à partir de 11 ans, à la maison il y avait beaucoup de choses pas normales, qui allaient me rattraper plus tard, mais j'étais confuse à l'époque par rapport à ça, j'étais inconsciente des dysfonctionnements, eux aussi étaient normaux en fait, et surtout, je m'accrochais à ce que les gens disaient de moi. Si mes grands-parents, si mes profs, si mes amis et les parents de mes amis ne voient pas de problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et puis les choses ont commencé à s'inverser. Il y a eu le procès de ma sœur contre mes parents quand j'étais en première et terminale, ce qui a remis en question mon projet professionnel, et après le bac, j'ai été propulsée à la fac. Mes parents ont déménagé cette année-là, tous les frais engendrés par leurs événements ont fait que je devais travailler quasiment dès le départ pour mener mes études. Mes parents vivaient trop loin de l'université, c'était dans un micro-village, il y avait un bus par jour, des heures de trajet pour aller et venir. Et mon premier travail au McDo ne collait pas parce que je finissais parfois à 1h du matin. Je me suis retrouvée des tonnes de fois à la rue, à dormir à la gare pour attendre le train du retour. Et j'ai vite compris que pour vivre dans des conditions décentes, il fallait que je trouve un logement sur place. Mais mes parents étaient contre, donc j'ai dû tout construire toute seule. J'avais pas du tout été préparée à tout ça et j'ai vécu à ce moment-là les pires années de ma vie. Ça, j'en ai déjà parlé plein de fois. J'ai dû faire un effort monstrueux pour m'adapter, ça m'a pris des années. J'ai vraiment vécu ces années comme si on m'avait poussée dans une autre vie d'un seul coup. Je ne comprenais rien, je n'avais aucun repère. Je sortais de mon village et j'étais la personne la plus niaise et naïve qu'on puisse trouver. Vraiment, personne n'aurait pu miser un copex sur moi. J'étais réellement à côté de la plaque et j'ai enchaîné les mauvais choix pendant des années. Pendant toute cette période, je n'avais plus de compliments tout simplement parce que je vivais loin de tous mes proches. Mes nouveaux proches ne me connaissaient pas bien, j'avais une vie très instable, très chaotique. Les gens ne restaient pas longtemps dans ma vie, à part 2 relations amoureuses qui ont duré 4 ans chacune, mais c'était pas les bonnes personnes. Le premier était super, mais c'était un peu une relation sans saveur. Et le deuxième a été le pire choix de ma vie parce qu'il était dépressif, alcoolique, violent. Et donc, voilà, ce qu'on disait sur moi, c'était que j'étais forte ou que j'avais du courage, et là non plus, ça ne collait pas. Je disais merci, mais en fait, je savais que c'était pas ça. J'étais pas forte, je survivais. Je craquais tout le temps, je ratais la moitié des cours, j'étais mal dans ma peau, j'avais peur de l'avenir, peur du présent, j'avais peur de tout, et donc c'était le contraire de la force et du courage. On est d'accord. Et ensuite, je suis arrivée en doctorat. Là, j'ai commencé à me dire des choses comme « Ma fille, t'as quand même fait un sacré chemin. » Je me disais pas c'est bien ou t'es forte, mais j'étais consciente d'avoir fait du chemin, je trouvais que ça commençait à ressembler à quelque chose. Évidemment, l'expérience doctorale étant ce qu'elle est, ça m'a replongée dans un immense chaos, mais c'était un chaos d'un autre niveau en fait. Là, j'étais doctorante, j'ai commencé à publier dès le master, j'enseignais à l'université, j'étais extrêmement bien insérée en recherche parce que mon voisin que j'avais rencontré en L3 et qui était devenu mon meilleur ami pendant la thèse était enseignant-chercheur. Tout le monde lui tournait autour
dans le monde de la recherche parce qu'il avait un CV incroyable et grâce à lui et cet entourage, j'ai tout appris sur la recherche. Je baignais dedans du matin au soir. Mais du coup, là encore, parce que je vivais les choses de l'intérieur, j'avais accès aux conversations off. Je savais des trucs comme machin qui est l'auteur de 3 ouvrages et qui a reçu 3 prix à même pas 37 ans, faisait tout écrire par quelqu'un d'autre. Je savais que telle revue était magouillée par une équipe de copains qui la gérait un peu comme ils voulaient. Je savais que Bidule avait été mis à pied pour harcèlement sexuel. Je savais des trucs que personne ne voyait de l'extérieur. Personne ne le voyait sur le CV. Ces gens-là que je côtoyais tout le temps, sur mon temps libre pendant des années, ils faisaient partie d'une autre université que celle où je faisais ma thèse et ils ne me complimentaient jamais. C'était un peu bizarre parce qu'ils m'ont donné accès à de belles opportunités, ils m'ont donné de sacrés coups de main franchement, mais je n'ai jamais su si c'était parce qu'on passait toutes nos soirées ensemble ou parce que je travaillais bien. Dans mon université, pareil, mon DR me disait, et même tous les profs qui m'entouraient au conseil du laboratoire, tous ces gens que je voyais toute la journée, ne me disaient jamais rien, ne me complimentaient jamais. De toute façon, c'est un milieu où personne ne se complimente. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre, mais c'était pas moi. C'est un milieu, c'est réellement un milieu où on se fait pas vraiment de compliments. Voilà. Tout le monde estime que sans doute il est à haut niveau, donc on se vaut tous à peu près. C'est faux, mais c'est comme ça. Et donc, qu'est-ce qui reste à ce moment-là ? Dans les 2 dernières années de ma thèse, il n'y avait plus que moi intérieurement. J'étais toujours entourée de beaucoup de monde, mais je ne me fiais pas à eux, ni à leur vitrine, ni à leur intériorité. Je ne savais pas ce qu'ils pensaient. On parlait que de la recherche, on parlait pas trop de nos vies privées. Certaines personnes vivaient des ruptures ou se mettaient en couple et je l'apprenais 8 mois après alors qu'on passait tout notre temps ensemble. Donc c'était un peu bizarre, c'était un peu particulier comme ambiance. Et en fait, j'attendais rien d'eux. Je savais qu'il n'y avait rien à attendre de ces relations-là parce que même si elles étaient fortes en un sens, elles n'étaient pas conformes à l'idée que moi je me faisais de l'amitié. Donc, en fait, ça n'avait pas de force en moi. Donc pendant toutes ces années, entre 17 et 30 ans, j'avais que très peu d'écho sur moi-même et le peu que j'entendais ne collait pas avec ce que je pensais de moi. Pendant ma thèse, ce silence m'a fait beaucoup de mal parce que moi, au fond, je commençais à trouver que j'avais fait un beau parcours et j'avais besoin qu'on me pousse un peu. J'avais besoin qu'on me pousse avec des compliments, pas seulement avec des opportunités. Ensuite, il y a eu ces passages à l'hôpital, ça a été 2 ans horribles et puis j'ai quitté tout ça. Et c'est là, en fait, en une fraction de seconde, qu'un jour j'ai entendu une voix au fond de moi qui m'a dit « Maintenant, ça suffit, stop ». C'est comme si le fait de m'être débarrassé de toute cette cacophonie, parce que c'est cacophonique à l'intérieur, quand tu n'entends rien à l'extérieur. Inconsciemment, j'essayais toujours de deviner ce que les autres pensaient, j'essayais de deviner ce qu'ils voulaient, j'essayais de deviner ce qu'ils aimaient chez moi ou pas, puisque je ne savais pas, ils ne me le disaient pas. Donc, je traînais 1 milliard de réflexions qui tournaient en boucle en permanence, et quand j'ai dit stop, il y a eu ce moment de grâce où j'ai pu entendre uniquement ma voix. Et elle a dit, c'est terminé. Maintenant, c'est toi. Tu vas devoir agir uniquement en t'écoutant toi. J'ai commencé à faire des trucs qui de l'extérieur n'avaient ni queue ni tête. Prendre un taf qui ne nécessitait pas le bac, m'inscrire sur un site de rencontre, ne fréquenter que 2 amis, vivre à mon rythme, donc des fois je dormais toute la journée si j'en avais besoin, des fois je me levais à 6h si ça me chantait. Revoir mes parents comme ça, sans raison, si ce n'est que j'avais attendu 7-8 ans qu'ils m'appellent, et j'en avais marre. En fait, ce qu'on veut, faut le prendre. Et là, ta vie change complètement. T'arrêtes de te plaindre à longueur de journée qu'on te donne pas ce que tu veux. Parce que quand tu te plains sans cesse que ton DR ne te complimente pas, c'est bien que tu penses que tu mérites un compliment. Alors pourquoi toi tu ne te complimentes pas ? Quand tu te plains que les reviewers ont été durs sur ton dernier article, c'est bien que tu penses qu'ils devraient te juger sur le chemin que tu as parcouru et pas sur le résultat. Alors pourquoi toi tu te juges sur le résultat et pas sur le chemin parcouru ? Quand t'en as marre de voir tout le monde autour de toi naviguer dans leur thèse avec facilité, en sachant très bien que machin a des contacts que t'as pas, que bidule a une aide financière que t'as pas, que truc a un DR que t'as pas, c'est bien que tu penses que pour eux c'est plus facile que pour toi. Alors pourquoi c'est à eux que tu te compares ? Quand tu te plains que t'as un taf de merde alors que t'es docteur,
C'est bien que tu penses que tu mérites un bon taf. Alors pourquoi tu fais un taf de merde? Il faut prendre. Et moi j'attendais qu'on me donne. Et j'ai vécu dans ce sentiment d'injustice, d'impuissance la plus totale, parce qu'au lieu de prendre, j'attendais qu'on me donne. C'est normal quand on est jeune, mais il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Alors comment se prendre au sérieux en recherche, comme dans n'importe quel milieu? En se prenant enfin soi-même au sérieux. Pourquoi ton DR ne te complimente pas? Parce que tu ne te complimentes pas. Pourquoi on te juge sur le résultat au lieu de te juger sur le chemin parcouru? Parce que tu te juges sur le résultat et non sur ta progression. Pourquoi ça a l'air plus facile pour les autres? Parce que tu ne te compares pas aux bonnes personnes. Compare-toi aux gens qui sont partis avec les mêmes cartes que toi et regarde où ils sont, s'il te plaît. Pourquoi on ne te prend pas au sérieux? Parce que tu ne te prends pas au sérieux. Voilà comment ma vie a changé. En comprenant qu'au fond, c'est moi qui crée mes problèmes. Si tu as besoin de réconfort, t'as qu'à te réconforter toi-même. Si tu as besoin de voir tes parents, il te suffit de les appeler. Si tu as besoin d'argent, il te suffit de trouver de l'argent. Mais non, j'ai préféré me compliquer la vie. J'ai préféré que les autres me réconfortent, et quand ils le faisaient, ça n'avait pas l'effet escompté. J'ai préféré attendre que les autres me montrent qu'ils m'aiment, parce que je n'étais pas capable de le faire moi-même. On préfère attendre que quelqu'un nous donne plus d'argent, plutôt que de le faire soi-même. Si on n'a pas ce qu'on veut, c'est parce qu'on ne croit pas qu'on le mérite vraiment. C'est pour ça qu'on veut que ça vienne des autres. On ne croit pas vraiment qu'on peut l'avoir. Et quand on commence à croire qu'on le mérite, tout arrive. Donc, arrête de te prendre la tête, relève la tête et regarde les choses en face. Si tu souffres qu'on ne te donne pas ce que tu veux, c'est bien que tu penses que tu le mérites. Tu ne trouves pas ça normal vu tous les efforts que tu fais? Alors c'est que tu penses que tu le mérites. Si tu penses que tu le mérites, affirme-le et c'est tout. Prends-le. La thèse, c'est pas difficile. C'est toi qui crois que ça doit l'être, mais ça ne l'est pas. Tu peux finir ta thèse en très peu de temps. Mais au lieu de ça, tu veux répondre à des attentes qui ne sont que dans ta tête. Parce que justement, l'université, TDR et toute l'équipe, là, ils ne nous disent rien. C'est nous qui nous mettons la pression. Elle n'existe pas, en réalité. L'insertion postdoctorale, elle sera à la hauteur de ce que tu crois mériter. Si tu commences à te dire que ta thèse n'était pas assez bien, et qu'en même temps tu souffres que personne ne te donne un taf correct après, c'est contradictoire. Va régler ton problème avec ta thèse. Regarde les choses en face, au lieu de croire que c'est la faute des recruteurs. Comment veux-tu les convaincre si toi-même tu n'es pas convaincu? La vérité, c'est que le recruteur ne va pas lire ta thèse. La seule relation entre ce que tu penses de ta thèse et ton problème d'insertion, c'est ce que toi, tu penses de ta thèse. Le recruteur, il s'en fout. Il veut juste quelqu'un d'opérationnel qui est capable de dire par lui-même ce qu'il sait faire. Si tu penses que tu ne sais rien faire, va apprendre à faire et ne t'en prends pas au recruteur. Tu ne fais que perdre ton temps. Ton temps. C'est ton temps que tu perds. On ne te prendra au sérieux que quand tu te prendras au sérieux. Pour ça, il faut regarder les choses en face. Arrête de te juger sur le résultat. Juge-toi sur le chemin parcouru et mets en avant le chemin parcouru, pas le résultat. Arrête de te juger sur les jobs que tu as fait. Juge-toi sur l'ensemble de l'image. Non, tu n'as pas fait que des jobs alimentaires. Tu as mené une thèse plus des jobs alimentaires. Mets en avant ta capacité à gérer 50 trucs à la fois. Mets en avant ta capacité à agir malgré une énorme charge mentale. Mets en avant ta capacité à financer des projets par toi-même. Pas ta capacité à faire des burgers ou du soutien scolaire. Arrête de te juger sur les compliments qu'on te fait. Juge-toi sur ce que tu penses vraiment de toi. Et mets en avant ce que tu penses de toi, pas ce qu'on dit de toi. Il y a des choses que tu sais faire, il y a des choses que tu ne sais pas faire. Dis-le, mais ne mets pas en avant qu'une seule part de toi. Dézoome. Regarde les choses en face et mets en avant ta vraie valeur, celle que tu vois toi en toi. Si tu es en colère ou frustré, c'est forcément que tu sais très bien ce que tu vaux. Je suis sûre que tu vois parfaitement de quoi je parle. Alors maintenant, arrête de te mentir et de mentir aux autres. Aie le courage d'affirmer ce que tu vaux, simplement en acceptant que tu vaux mieux que ce que tu as. Apprends à te fier à ce que tu vois, à y croire sans attendre qu'on te le dise. Parce que de toute façon, même si le monde entier se met à te le dire, ça ne changera rien. C'est seulement quand toi, tu vas te le dire enfin à toi-même, que tu ressentiras ce vide en toi se combler. Commence tout de suite. Moi, j'ai passé des années à attendre que quelqu'un vienne me dire que j'étais assez, que j'avais de la valeur, que mes efforts méritaient d'être reconnus.
Mais en vérité, ce n'est pas le regard des autres qui nous construit, c'est le nôtre. Quand j'ai commencé à écouter cette petite voix en moi, celle qui murmurait que j'étais capable de plus, que je méritais mieux, tout a changé. Cette voix, on l'étouffe pendant des années. On l'étouffe sous les attentes, on l'étouffe sous la peur, on l'étouffe sous les doutes. Mais elle est là, et elle sait. Alors, si tu te sens coincé, frustré, en colère, demande-toi, qu'est-ce que tu attends qu'on te donne que tu pourrais déjà te donner? Qu'est-ce que tu crois mériter, mais que tu n'oses pas encore aller chercher par toi-même? Et surtout, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de te prendre enfin au sérieux? On te prendra au sérieux quand tu te prendras au sérieux. Et ça commence maintenant, pas demain, pas après la soutenance, pas après un compliment ou une validation extérieure. Ça commence par toi, ça commence ici, ça commence maintenant. En affirmant ta valeur, en croyant en toi et en prenant ce que tu mérites. La vie ne va pas te donner ce que tu crois mériter. Jamais. Ça n'arrive pas, en fait. Tu dois le prendre. Et c'est beaucoup plus facile que tu ne le penses. Pose-toi cette dernière question. Et je vous laisserai là-dessus, les amis. Si tu savais que tu mérites déjà tout ce que tu espères, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui, pour le prendre? Si tu savais que tu mérites déjà tout ce que tu espères, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui pour le prendre?